Aurélien Rougerie, comme à Confesse. Olé. C'est vrai que ça t'apprend beaucoup de choses, la notion de travail notamment, les valeurs de respect, d'humilité. Tout ça, tu le vois chaque week-end sur tous les terrains, qu'il y ait des spectateurs ou qu'il n'y en ait pas, que tu sois grand, petit. Donc c'est vrai que pour ça, c'est admirable. Ça te permet de vivre aussi en communauté, d'apprendre le partage et de prendre soin de l'autre, la bienveillance, etc. Enfin voilà, toutes les valeurs qui tournent autour du rugby et qu'on prône et qu'on essaie de mettre en exergue à chaque fois qu'on peut, on les retrouve quand même pas mal tout au long de cette expérience. Ouais. Les autres, certainement tu les as, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de combat aussi sur le terrain, et on a toujours besoin de l'autre, alors que dans certains sports, il y a peut-être moins de combats, tu te mets peut-être moins en danger, et l'autre est peut-être moins important. En tout cas, au rugby, la place de l'autre a vraiment une importance primordiale, à mon sens. Après, chacun voit comme mieux. Alors moi je suis venu au rugby parce que j'étais un garçon un peu turbulent. Et bon, j'ai des parents très sportifs, on va pas refaire l'article, mais j'avais des parents très sportifs qui étaient sportifs de niveau, rugby, basket. Et j'ai fait les deux un long moment, et puis il y avait cette atmosphère, donc j'allais au rugby pour essayer de me canaliser un peu, et puis de dormir un peu le soir pour éviter de faire chier mes parents. Donc voilà, je faisais les deux longtemps, le mercredi, le vendredi, j'allais aux deux, et puis le soir, comme ça je m'endormais assez tôt devant la télé en général. Donc voilà comment je suis venu au rugby. Et puis tout doucement, rugby, basket, l'ambiance me plaisait un peu plus au rugby pour les valeurs qu'on vient d'évoquer. Il y avait déjà pas mal de copains autour de tout ça, et on s'amusait bien, donc je suis resté au rugby et j'ai abandonné le basket. Alors l'historique, tu la connais quand même, normalement c'est une panse de brebis, voilà, c'était ça au départ, hein, comme c'est pas rond, mais bon, non, mais je crois qu'on aime aussi se compliquer un peu le truc. Rond, c'est un peu facile, hein, donc ovale, on sait pas où va rebondir le ballon, on sait pas comment il rebondit, alors on y travaille, on essaye tu vois, les buteurs essaient de taper sur la pointe, sur le côté, sur le machin, mais en fait, on n'y comprend rien, donc voilà, on tape dans le ballon et on voit comment ça se passe. C'est un petit bonheur à la chance. Exactement. Pour moi, un joueur phare, c'est l'exemple, c'est celui sur qui on peut s'appuyer, c'est celui sur qui tu prends exemple, t'essaies de faire la même chose, tu essaies d'aller dans son sillage, pour moi, c'est ça. Il n'est pas là forcément pour, bien au contraire, pour se tirer la couverture sur lui, mais plutôt pour justement essayer de faire s'épanouir ceux qui sont autour de lui. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus, on avait fait un tournoi au Martre de Verre, donc à Clermont, dans la banlieue. Un gros tournoi qui rassemblait pas mal de jeunes écoliers qui étaient donc à l'école de rugby. Je te parle de ça, on avait 6 ans. Je la raconte parce que c'est mon père moi je m'en souviens pas. Et donc on a été dans le vestiaire, et puis je voyais tous les gars changer les chaussures, machin, on fait le tournoi, tout va bien. Et puis je voyais qu'ils avaient toutes leurs petites affaires pour la serviette, pour le truc, pour la douche après, quoi. Et arrivé la fin du tournoi, je voulais pas retourner au vestiaire parce que je voulais pas montrer ma bistouquette, et j'étais un peu pudique, et donc du coup je suis remonté avec mon père dans la voiture pour me doucher à la maison, mais je me suis endormi dans la voiture, donc je suis allé me coucher sans me laver. Je me suis lavé que le lendemain matin. C'est dur, oui, c'est dur. Déjà, tu as toujours cette petite appréhension avant qui te permet de te protéger, de te sauvegarder, qui est toujours essentielle. Hein. Quand tu n'as plus peur, il faut... enfin, peur, entre guillemets, quand tu n'as plus cette appréhension, quand tu n'as plus... là, il faut te dire, il faut te poser les bonnes questions. Enfin, voilà, quoi, c'est quand même difficile. Et puis sur un terrain de rugby, c'est dur parce que tout est remis en question à chaque action, et chaque week-end, et toute l'année. Donc ouais, c'est dur pour ça. Les certitudes que tu avais peut-être la semaine d'avant, elles sont pas forcément là le week-end d'après. Donc c'est ce qui t'apprend aussi l'humilité, et rester à ta place. Voilà, ça fait partie du truc, quoi. Comment tu réagis? Aujourd'hui, je réagis pas, je le laisse parler, parce que de toute façon, s'il réfléchit avec les bras, c'est qu'il va pas rester longtemps sur le terrain.
Avant, c'était peut-être plus compliqué, mais aujourd'hui, c'est terminé. Et ben avant, ouais, c'est vrai que c'était quand tu réfléchissais avec les bras, il fallait faire attention. Tu faisais pas de mauvais coups en général. Tu essayais de rester un peu dans la règle, mais il fallait pas trop qu'il dépasse non plus, parce que s'il dépassait trop, c'était trop facile. Il fallait pas louper les faciles, donc on y va. Peur une fois, mais c'était plutôt l'après-coup, parce que je savais pas que ça allait me faire ça. Et c'était en 2002, ouais, quand j'ai pris un coup de coude accidentel dans la gorge. Donc là, oui, après j'ai eu peur, parce que il était plus question de savoir quand est-ce que j'allais jouer au rugby, mais c'était question de savoir si j'allais pas faire une septicémie. Donc ouais, là j'ai eu un peu peur. Ouais, de l'appréhension, comme je te disais tout à l'heure, il y en a toujours, hein. Il en faut, hein, parce que c'est ce qui permet de te protéger, de te sauvegarder un peu. Donc il faut être attentif, il faut être concentré, et donc de l'appréhension, il y en a toujours, ouais. Toujours avant les matchs, sinon je crois qu'il faut arrêter. Alors mon premier match pro, il y avait un format de compétition avant qui s'appelait la Coupe de France, non, la Coupe de la Ligue où là j'avais commencé à participer à des matchs. Bon, c'était des matchs un peu gigot haricot, donc voilà, c'est là où je me suis fait mal à l'épaule. Et puis après le vrai premier match en championnat, donc là c'était au stade Marcel Michelin contre l'ennemi juré Coujou, les brévistes. Pour moi, je découvrais tout ça, je découvrais aussi l'ambiance entre guillemets professionnelle, puisque ça commençait à l'être. Et puis j'avais été pris aussi sous la coupe de plusieurs anciens, comme Eric Nicole, comme Olivier Merle, comme voilà, des mecs qui étaient déjà dans le club, Gunter et d'autres, voilà, et ça s'est très très bien passé pour moi, donc j'étais ravi. Je sais pas, franchement, à l'aile, je me suis régalé en début de carrière, parce que c'était l'attrait de la ligne, et j'avais cette obsession tout le temps, qui te rend un peu égoïste peut-être aussi, mais c'était ça, c'était finir vraiment l'action de mes partenaires, et d'essayer d'aller au bout, de marquer l'essai, de marquer. Et puis après, le fait de rebasculer au centre, ça m'a permis aussi de faire le cheminement un peu à l'inverse, en disant je vais créer pour l'autre qui lui va aller marquer. Donc c'était sympa aussi, cette évolution et ce replacement m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup enrichi, aussi bien en tant que rugbyman, mais aussi en tant qu'homme. Donc tout ça, je suis assez content. Si c'était à refaire, je ferais pareil, je changerais pas de poste. Bon, avec les gros, c'est compliqué. Ils se prennent toujours pour ceux qui ont inventé le rugby, donc c'est toujours un peu compliqué. Ils veulent expliquer à tout le monde, mais bon, bref. Si à la limite, troisième ligne peut-être, mais il fallait être un peu plus courageux, et j'en manquais un peu peut-être. Alors, non, c'est bien. Bah, parce qu'on aime bien les chambrer, donc ça leur va bien, tu vois. Je pense que le pilier gauche va être content. Ça va être celui qui va être le plus énervé, mais bon, le talonneur va pas être... Non, mais on aime bien se chambrer. Il y avait toujours un peu cette césure entre le paquet d'avant et la ligne de trois quarts. Et puis cette partie un peu floue que je qualifierais de bordy, tu vois, au milieu, le 9 et le 10, ils savaient pas trop. Ils se rangeaient en général du côté du plus fort, comme ça ils avaient pas de problème. Et c'était un peu la Suisse, tu vois, ils étaient un peu entre les deux, quoi. Donc non, mais ça a toujours existé, et c'est bien, ça prouve la bonne ambiance qu'il peut y avoir dans une équipe. Ouais, ça pouvait le justifier, mais je crois qu'ils avaient peur un peu peur de la comparaison, peut-être, sous la douche. On en parlait tout à l'heure, tu vois, donc ça... Non, mais bon, après, les gabarits ont évolué. Avant, les trois quarts avaient peur des avants, parce que c'était des brutes épaisses. Maintenant, bon, ça a un peu changé, donc l'évolution a été bénéfique pour les trois quarts, qui prennent un peu, quand même, qui prennent un peu de gueule, mais bon, doucement, quand même. Il faut quand même respecter nos gros. Pour moi, c'est de créer l'intervalle pour l'autre. Voilà. C'est de créer une situation qui va permettre à l'autre de briller. Merci. Pour moi, l'autre, ouais, c'est comme une offrande, mais tu peux le faire avec le ballon ou même sans le ballon, tu vois. Donc, c'est de créer l'espace pour l'autre. Donc, c'est pas toi peut-être qui fais l'offrande directement, mais c'est ça, c'est de créer une situation qui va profiter à l'autre. C'est un peu d'altruisme, là aussi de la bienveillance et du bien pour l'équipe. Je crois que c'est ça qui prédomine.
c'est juste il faut. Et à partir du moment où le rugby est un sport de combat et que tu marques de ton empreinte le moral et le physique de ton adversaire par l'intermédiaire d'un bon tampon, ouais, c'est toujours sympa, ouais. Bah, t'en retires souvent en général, c'est que tu prends un peu l'ascendant dans la tête, mais aussi physiquement sur ton adversaire. Donc il y a de bonnes chances pour que derrière tu puisses certainement marquer et gagner le match. Quand on en prend un, si c'est dans la légalité, tu fermes ta gueule et tu essaies de te replacer. Est-ce que ça chambre? Ouais, ça chambre, ouais. Ça chambre beaucoup. Il faut, mais après, c'est bien de ne pas avoir que la bouche, quoi. Il faut aussi mettre les actes qui vont derrière. Donc ça chambre jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que... Il y a des fois aussi où t'es peut-être pas très bien préparé physiquement, et du coup, tu peux pas chambrer, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs situations. Oh, moi je trouve que ça chambrait plus avant quand même. Ouais, ça chambrait plus avant, t'avais toujours un petit mot, t'avais des mecs qui commentaient carrément ce qu'ils faisaient dans le ruck, dans les trucs, les mecs qui parlaient, enfin voilà, c'était ouf. Bon après des fois tu ressortais avec une touffe de cheveux en moins, parce que moi les cheveux c'était quand même prédominant chez moi, donc des fois je suis rentré dans le vestiaire, j'avais un trou dans le crâne quand t'étais reparti avec la colle, les cheveux et tout, quoi. Enfin bon bref, il y a eu pas mal de situations un peu cocasses où ça chambre un peu. Un champion, non, mais j'en faisais un peu. Des fois, je disais, je vais passer juste là, regarde. Bon, ça arrivait pas souvent quand même, hein, mais voilà. Ah, il y avait des poètes, oui. Ah, le plus grand poète que j'ai rencontré, sans lui faire offense, bien sûr, du bon côté de la chose d'ailleurs, hein, c'est Cédric Soulette. Ah, Stan, c'était particulier quand même, il est particulier comme garçon. Il a un peu cette réflexion, ce délire de l'artiste, comme on dit. Voilà, il est un peu dans la remise en question existentielle permanente. Mais il est très attachant, je l'aime beaucoup. Mais voilà, ça fait partie des garçons vraiment surprenants au rugby. Un entraîneur qui m'a marqué, Vern Cotter quand il est arrivé, inévitablement. Vern Cotter quand il est arrivé, et par la suite, après, c'est Bernard, moi qui avait déjà fait un peu, donc on avait déjà fait un pas vers le professionnalisme avec des situations de jeu un peu préétablies sur 1 ou 2 temps de jeu, ou 3 temps de jeu des fois, et après une réorganisation où on pouvait s'exprimer et faire parler un peu les cannes, ou autres d'ailleurs, pour ceux qui avaient autre chose, mais voilà, c'était ça, et quand Vern Cotter est arrivé, il y a une dimension physique et stratégie aussi qu'on a eu en club, qu'on n'avait pas du tout nous, et qui nous a fait énormément de bien. Donc oui, et puis c'est le moment où moi je suis passé capitaine, où j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui, avec mes partenaires, avec les autres membres du staff, pardon. Et donc oui, c'était chaud. Et Franck Azema notamment, donc voilà, c'était... Il était pas si dur que ça, mais il était exigeant si tu voulais faire un sport professionnel et atteindre les hauts sommets du championnat de France. Donc nous, ça nous a changé. On était un peu des glandeurs, tu vois, on sortait tous les week-ends, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, il a remis un peu les choses en place, et puis tout le monde s'est mis au diapason. Tu vois, les préparateurs physiques, Sébastien Bourdin en chef de ligne. Et tout le monde s'est remis un peu en question, et là ça a commencé à travailler fort, et là ça a fait bizarre à beaucoup de mecs, donc dont moi, hein. Donc ça nous a fait bizarre, hein, ça a piqué un peu, et bon voilà, on a appris à nos dépens, et à quelques séances de physique très difficile, que c'était le rugby de haut niveau, c'était plus casse-croûte gigot jusqu'à 4h du matin, quoi. J'en ai pas du tout l'envie. Pour l'instant, je reste à ma place. J'avais aussi monté un projet pour tout ce qui est recrutement, parce que je pensais que le club était un petit peu en retard de ce côté-là. Ça a été bien accueilli. Je suis en train de mettre en trompe tout ça, de créer une petite toile, de créer un petit réseau pour essayer d'avoir des antennes un peu partout. Donc c'est très agréable, et aujourd'hui, je suis bien épanoui dans ce rôle-là. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. On verra demain, certainement. L'idée, c'est peu importe le blaze,
phrase que je vais avoir en face de mon nom, c'est plutôt d'être vraiment d'être au service de l'équipe et du club, parce que même si je suis plus sur le terrain, je pense que je peux encore apporter quelque chose dans son environnement en tout cas. Donc voilà. Ouais, tu sais, chaque entraîneur est entraînant, hein, c'est la base du truc, c'est quand même la locomotive. Donc un entraîneur entraînant, c'est quelqu'un que t'aimes suivre, qui a des idées qui te correspondent, stratégie et un plan de jeu qui te vont bien par rapport à tes qualités certainement, ou qui sont peut-être un peu différentes des tiennes, mais donc tu vas te motiver pour travailler, pour justement être en adéquation avec ce plan de jeu et les stratégies mises en place. Donc ouais, pour moi c'est ça, c'est un entraîneur entraînant, c'est quelqu'un qui sait aussi te parler, te manager, peut-être pas t'épuiser non plus, te tirer sur la corde, mais parce qu'on sait qu'on a des saisons longues et difficiles, donc voilà, un entraîneur entraînant, c'est ça. C'est aussi être capable de switch off et de boire une bière tous ensemble, sans tabou, sans faire attention à tout ce qu'on dit, quoi. Tu veux dire chaussette gauche d'abord, chaussette droite, je bois une gorgée de Volvic et... Non, je suis pas superstitieux, j'avais pas de... Pour te dire, je jouais à la moitié de ma carrière avec le numéro 13 dans le 2, donc c'est un peu... Non, je suis pas superstitieux, j'avais pas de protocole bien établi et que je respectais avec le même slip, le même médaillon, le même truc. Non, le seul rituel que j'avais, mais c'était plutôt physique pour pas me faire mal, c'était me strapper l'épaule opérée, donc voilà, c'était juste ça. La mèche rebelle devant, c'était pas ça. Ah, c'était plutôt un tic, ouais. C'était plutôt un tic, ouais, parce que j'avais les cheveux un peu longs, et donc quand ça t'arrive dans les yeux, de passer ma main comme ça, je faisais un trait de tu vois, ça prenait moins de temps, c'était plus discret, et puis voilà. Les jours de grand vent, ça se voyait pas, c'était nickel. Je suis pas sûr que ce soit le coach qui doit vraiment prendre la parole, parce que malheureusement, il est avec nous, mais pas vraiment avec nous, parce qu'il est sur le bord du terrain. Que ce soit un garçon qui soit sur le terrain, capitaine ou pas, ça c'est important. Moi, je prenais la parole facilement, mais tu sais, avec le temps, tu prépares les choses aussi, parce que chaque week-end, répéter les mêmes choses, toujours tirer un peu les mêmes aussi, parce que t'as des suiveurs, t'as des leaders, donc c'était bien aussi de trouver quelques subterfuges pour essayer de renouveler ton discours, et essayer de pas toujours dire la même chose au même moment, avant les matchs, à tes machins. Tu vois, donc souvent moi j'avais la chance d'être bien entouré avec pas mal de leaders comme Thibaut Privat, comme Mario Ledesma, comme Dato Zirakashvili, comme Elvis Vermeulen, et donc je leur demandais des fois de prendre la parole à ma place, c'est ce qui me permettait ce qui permettait aussi au groupe d'avoir une parole différente, un écho différent, mais qui était sur la même longueur d'onde, et donc on allait tous dans la même direction. Bon, c'est pas interdit, mais enfin, tu vois, je pense que c'est compliqué d'aller au combat avec le sourire aux oreilles, quoi. Sinon, quand tu vois comment se préparent les meilleurs, les All Blacks, voilà, ils ont un cri de guerre carrément avec le haka, donc ça m'étonne que tu puisses arriver avec le sourire à l'entraînement. Donc voilà, en général, tu te mets un petit, ou sinon c'est peut-être plus pour évacuer le stress que tu peux avoir, à faire des blagues pourries, à rigoler comme un bonnet, quoi. C'est plus une méthode pour évacuer un peu la pression et se déstresser. Un vestiaire de rugby, c'est des garçons, des regards, tu vois, des garçons concentrés, des regards sans parler où tu te comprends, des bouts de strap qui se décollent, qui se recollent, le bruit des crampons, l'odeur camphrée, voilà, c'est ça. Te prépare à aller au combat. Bon, j'étais, je crois, concentré, sérieux. Tu vois, je m'en foutiste à rigoler, comme j'en ai vu quelques-uns à la fin, mais j'étais plutôt concentré et prêt à en découdre, mais surtout appliqué dans ce que j'allais peut-être essayer de mettre en place, la stratégie, etc. Ce que j'avais à faire, parce que chacun a son boulot à faire et chacun doit faire son job correctement. Donc voilà, il fallait que je m'applique sur certains trucs et après j'avais aussi la part libre, puisque j'avais la chance de jouer à l'aile ou au centre, donc tu pouvais aussi, ça laissait place à la créativité et à l'enthousiasme, donc il y avait tout ça. Oui, parce que
t'arrives en fin de carrière à 38 ans, en arrivant au stade avec la banane et l'envie d'aller sur le terrain, je crois que on parle plus de troisième mi-temps, mais juste d'enthousiasme et de passion. Donc évidemment que ce sport est passionnant, non pas parce qu'il est brutal, mais parce qu'il réunit tout ce que t'aimes. Donc voilà, c'est la passion qui m'a animé jusqu'au bout. Donc ouais, je pense que la troisième mi-temps, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Une vie sans rugby, c'est compliqué, ouais, parce que t'as toujours envie, tu sais, de jouer un peu à la baballe et de faire briller, mais tu te rends vite compte qu'il y a un grand fossé entre ce que tu crois être capable de faire et ce que tu peux être capable de faire vraiment. Donc voilà, le physique change, les entraînements sont plus les mêmes. Donc tu sais dans ton esprit qu'il faut être là-bas déjà pour être en soutien, mais il y a une rupture du cerveau aux jambes qui te dit non, tu peux pas y aller. Donc voilà, non, mais c'est comme ça, il faut vivre avec son temps aussi. Et s'y faire, mais jouer comme ça pour rigoler, c'est toujours le cas. J'ai envie de te dire tout ce que j'ai perdu, mais bon, c'est compliqué, hein. C'est pas trop des matchs vraiment particuliers, mais c'est plutôt des responsabilités qui m'ont été confiées ou que j'ai prises à bras le corps et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait dire que voilà, il fallait que je me bouge, il fallait que je trouve une solution, il fallait que je change de discours, il fallait qu'il y ait quelque chose qui bouge pour être justement entraînant. Des couilles, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il faut un peu de courage. Ouais, c'est vrai que tu sais là-dessus, moi je venais à 19 ans, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je venais de me faire opérer de l'épaule que j'avais fracassé en deux et qui était déjà bien abîmée. Donc je me fais ma rééducation tant bien que mal, très douloureux. Et puis premier entraînement dans la pénombre, à pleine de jeu, au Gravenche. Et avec un lampadaire sur deux qui fonctionnait, et là je vois Merluche prendre le ballon sous le bras et démarrer du molle dans mon petit côté fermé où je dormais tranquillement un vendredi soir dans la pénombre. Et là j'ai dit ça passe ou ça casse quoi. Donc je me suis jeté dans la machine à laver et puis mais j'ai réussi à le faire tomber quand même. Puis quand je me suis relevé, j'ai dit tu vois, c'est bon, l'épaule elle tient, donc ça bougera plus. Donc voilà, ouais, il faut un peu de courage évidemment pour jouer au rugby. Donc ça c'est sûr que des fois ça part un peu en saucisse, donc il faut faire attention. Je me rappelle un peu plus d'après, tu vois, enfin de pendant et d'après, mais le speech avant, ouais, non pas vraiment, je t'avoue, parce que j'étais quand même très concentré sur le truc et bon j'avais aussi ce degré d'agressivité qu'il faut dans un match de rugby, dans le combat. J'avais cette question qui m'embêtait un peu parce que c'était toujours les mêmes qui avaient ces degrés d'agressivité toujours haut et qui étaient souvent pris la main dans le sac, le pot la main dans le pot de confiture. Donc là j'ai pris mes responsabilités et moi j'ai monté le degré d'intensité un cran au-dessus pour pouvoir peut-être détourner l'attention ou laisser tranquille ceux qui devaient faire leur match correctement. Donc voilà. Évidemment, une joie immense d'avoir atteint l'objectif. Un lien indéfectible avec tous ceux qui étaient dans ce groupe. Je crois que je pourrais tous te les citer un par un sans problème. Même ceux qui étaient remplaçants ou sur le banc. Donc ça, c'est là-dessus, on sera toujours content de se retrouver. Malheureusement, la pandémie nous a bouffé l'anniversaire des 10 ans du titre. Sur laquelle j'avais œuvré en collaboration avec le club qui trouvait une super idée de faire une espèce d'anniversaire pour les 10 ans du titre, mais c'est que partie remise et on essaiera de mettre ça en place pour pouvoir se retrouver et boire un coup et évoquer l'ancien temps et faire les vieux. J'étais content aussi pour tous ces supporters avec qui tu vois, on parlait d'ouverture tout à l'heure, c'était ça aussi, c'était sourire aux gens un peu plus et ne pas considérer la critique du supporter envers le joueur et non pas en tant qu'homme. Et ça, j'ai mis un moment à le comprendre aussi, donc j'étais méfiant avant des critiques là-dessus, et puis je me suis ouvert aussi là-dessus en disant que c'est vrai que j'arriverai jamais à tout faire bien pour tout le monde, donc c'est impossible. Donc là-dessus, on peut en discuter, au contraire, ça m'a rapproché de certains supporters, et donc ça c'était sympa. Et donc mon premier réflexe là-dessus, c'était évidemment de leur offrir, quoi, de leur présenter, de leur donner, de partager ça avec eux, de partager ça avec ma famille, de partager ça avec mes parents, avec ma femme, avec mes enfants. Voilà, c'était important.
Donc voilà, j'avais dérogé un peu au protocole très fermé du Stade de France, qui était d'ailleurs très proche de celui de Michelin. 10h01 photo, 10h02 remise du truc, 10h03 changement de photo. Non mais voilà, c'était important pour moi, et puis de partager ça avec tous mes partenaires de galère, hein, c'était bien aussi. Je t'avoue que ça serait compliqué, ouais. Moi je pense pas, ça serait compliqué. J'ai failli y aller, mais c'était plus pour raison extra-sportive finalement, que c'était plus pour une expérience familiale avec femme et enfants, aller à l'autre bout du monde pour apprendre une autre langue, une culture différente. Le rugby passait un petit peu pour le coup en prétexte, en deuxième plan, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que ça serait compliqué, ouais, de changer de club.